Envole-toi. Allez, vas-y, tu t'envoles. Allez, tu l'évites. Pouh, c'est trop dur. Je pensais que je pourrais y arriver, mais en fait, non. Bon, j'ai plutôt mangé une gaufre. Ça, c'est un pouvoir que je maîtrise. Salut les amis. Aujourd'hui, on va pousser la porte du Hawkins Lab et du passé pour essayer de comprendre les origines de Jane. Vous savez, 11, on va pas revenir là-dessus. On peut carrément l'appeler Millie Bobby Brown si vous voulez. D'ailleurs, j'ai même eu la chance de prendre un selfie avec elle, regardez. J'ai dû me tromper de selfie. Bon, c'est pas grave, je vous le retrouverai plus tard. Bon, je m'égare déjà, revenons sur la série. Dans un premier temps, rassemblons les éléments qu'on a sur l'histoire de Jane, sur sa naissance, et essayons aussi de trouver qui pourrait être son père. Et comme d'hab... C'est au début des années 70 qu'une jeune femme appelée Terry Ives participa à un projet gouvernemental controversé appelé projet MK Ultra. En tant que sujet de test, Terry participa à des expérimentations telles que l'injection de drogue ou la privation sensorielle. Le but était de créer des armes pour espionner les soviétiques pendant la guerre froide, une activité très à la mode à l'époque, vous remarquerez. Terry se retrouva enceinte de manière inconnue et accoucha d'une fille en 1971, Jane Ives. Mais on lui cacha sa naissance en lui annonçant qu'elle avait fait une fausse couche. De son côté, gardée captive, sa fille aurait ainsi développé des pouvoirs extraordinaires, à la suite des expérimentations faites sur sa mère enceinte. En revanche, une question reste en suspens. Nous ne connaissons pas avec certitude son père biologique à ce stade de l'histoire. On sait simplement que c'est le docteur Brenner qui s'occupe d'elle, et qu'elle l'appellera d'ailleurs papa. Jane est alors isolée pour subir des tonnes de tests et d'expérimentations. Elle ne connaîtra pas son vrai nom et sera simplement nommée par son numéro de sujet test, à savoir 11 ou 11 en français. Terry est persuadée que sa fille est encore vivante, mais officiellement elle avait perdu le bébé à la naissance. À un moment donné, Terry prend son courage à deux mains pour reprendre de force sa fille qu'elle savait vivante. Capturée par les scientifiques, attachée à une table, le docteur Brenner la fait électrocuter sévèrement, l'enfermant ainsi dans un état végétatif. Son esprit se désagrégea et passa les événements en boucle à travers sa tête, tels qu'on les voit lorsque Jane explore son esprit. Jane enchaînera les expériences, sollicitant de plus en plus ses pouvoirs grandissants, jusqu'à entrer en contact avec un agent russe, et c'est à cette occasion qu'elle croisera le chemin de la créature. Par la suite, le docteur Brenner insistera sur ce contact, en amenant Jane à retrouver cette créature, ce qui entraînera l'ouverture du portail entre l'Upside Down et le Hawkins Lab, qui sera pour Jane l'occasion de s'échapper. Alors ainsi on connaît la mère de Jane, mais sa vie recluse dans le labo ne nous apprend pas grand chose sur son père. L'histoire reste dans un premier temps focalisée sur l'ouverture de l'Upside Down, et il pourrait être dans l'avenir un élément exploité par la série. Essayons de voir ensemble qui pourrait être ce père fantôme. Pour commencer, à un moment la théorie à la mode parlait de Hooper, et que sa fille Sarah et Jane ne seraient en fait qu'une seule et même personne. Le problème de cette théorie est de taille, étant donné qu'on voit les mères de Sarah et de Jane qui sont clairement deux personnes différentes. Et ce, même si on peut trouver des similitudes entre les deux enfants, et si on aimerait que le gentil chef de police soit ce père providentiel. Cette théorie semble donc à exclure d'office. Mais il est toutefois bon de penser que le lien entre Hopper et Jane va considérablement se renforcer, et jouer un rôle important dans la suite de l'intrigue, avec justement le retour éventuel du père biologique. Un scientifique anonyme du Hawkins Lab, ça se tient car sa mère Terry est tombée enceinte de manière inconnue au moment des expérimentations dans le labo. Donc on peut éventuellement supposer voir paraître un nouveau personnage qui prétendrait être son père biologique et qui revendiquerait sa paternité auprès de Hopper qui l'a adopté. Si c'est le cas, alors cette personne du labo pourrait être mal intentionnée car connaissant ses incroyables capacités. Les showrunners pourraient aussi jouer là-dessus, pour construire une intrigue autour d'un faux père qui ne serait qu'un agent chargé de remettre la main sur la fille en jouant sur cette corde sensible. Le docteur Brenner reste un candidat assez troublant pour ce rôle auprès de Jane. En effet, il connaissait Terry au moment où celle-ci est tombée enceinte, et on ne connaît pas la teneur de leur rapport à la base, bien qu'il se soit considérablement dégradé depuis. Ensuite, il connaît la fillette depuis sa naissance. Il s'attribue même le rôle de père auprès d'elle, un père sans scrupules qu'il exploite comme une souris de labo, et sans prêter garde à la souffrance et la douleur de celle-ci, assoiffé de découvertes et voulant repousser toujours plus loin ses limites, au péril de sa vie. Alors ça c'est clair, il ferait un bien piètre père quand même. Il a élevé cet enfant dans des conditions isolées terribles, sans prêter garde à son bien-être. Heureusement, il l'a payé de sa vie. Puis on a tendance à dire qu'il a eu que ce qu'il méritait, non? De quoi? Vous pensez vraiment que Brenner aurait pu avoir survécu? Vraiment?
On peut dire que Stephen King est l'un des premiers à avoir cerné le potentiel de Millie Bobby Brown, la jeune actrice incarnant Jane, Eleven. Il n'hésita d'ailleurs pas à l'afficher dans l'un de ses tweets avant même la production de la série Stranger Things, la jugeant comme terrifiante. Et la terreur, ça le connaît le King. Pour ce rôle dans la première saison, Millie a eu énormément de mal à accepter de se faire raser la tête, et on la comprend. Du coup, afin de trouver la force nécessaire, elle prit pour modèle Charlize Theron dans Mad Max Fury Road, une héroïne bien badass. Pour ceux qui pensent que les showrunners n'oseront jamais faire mourir l'un des jeunes héros de la série, eh bien sachez qu'à la base les frères Duffer avaient prévu de sacrifier irrévocablement Jane lors de son affrontement avec le Démogorgon à la fin de la saison 1. Comme à l'époque, Stranger Things était censé être une mini-série pouvant être éventuellement rallongée, c'est finalement Netflix qui l'a épargné en décidant de prolonger l'aventure avec l'Upside Down, laissant plus de place à l'approfondissement des personnages. À la fin de la saison 1, le Dr Brenner, grand méchant de ce chapitre de la série, est laissé pour mort. On le voit se faire attaquer par la bête qui surgit et lui saute dessus. Et puis la caméra passe rapidement sur autre chose dans le feu de l'action. Donc on doit finalement se contenter de ça et supposer qu'il est bien mort. C'est dommage car dans l'univers des séries, et puis du cinéma aussi, traditionnellement j'ai envie de dire, on a envie de voir que le grand méchant est bien mort. Que ce soit bien clair pour nous faire comprendre qu'il ne reviendra pas. Très très clair. Alors bien sûr ici on n'est pas dans un film, mais dans les séries c'est toujours un peu le même principe. Pourtant le fait de ne pas avoir donné une mort explicite et visuelle à ce personnage a eu pour conséquence la naissance de plein de théories, et ce dès la saison 1. En effet, on pensait que le Dr Brenner était mort, même si certaines théories voulaient démontrer le contraire, par manque de preuves de son trépas. Pourtant il reviendra bel et bien dans la saison 2, le temps d'une vision, certes énigmatique, mais probablement créée de toutes pièces par Cally qui en a le pouvoir. Intervient alors l'infirmier, Ray Carroll, sur lequel Jane et Cally mettent le grappin. Il travaille à Hawkins Lab. Pour lui, Brenner serait toujours en vie. Je veux vous aider à le trouver. Je peux vous conduire à lui. Il n'est pas mort, il me fait confiance. Lance-t-il pour tenter de sauver sa peau. Mais aurait-il vraiment pu avoir des nouvelles de Brenner ? Pourquoi les showrunners auraient fait tourner l'interrogatoire dans ce sens s'ils n'avaient pas voulu donner de suite à ce personnage ? Ça servait à quoi ? Était-ce là un simple rappel de la saison 1 ? Ou alors une amorce pour la suite des événements ? Il y a donc des chances de le revoir surgir à un moment ou un autre de nulle part. Soit justement pour affirmer sa paternité envers Jane, et pour essayer de la prendre de force à Hopper. Sinon, il pourrait aussi poursuivre en secret de sombres recherches, dans un nouveau labo, et avec d'autres sujets d'expérience dont nous supposons déjà l'existence. On sait maintenant que Jane n'est pas la seule à avoir des pouvoirs. Il y a aussi Cally, et à en juger à leur numéro tatoué au poignet, il risque d'y en avoir d'autres. Ce qui expliquerait que Brenner n'est pas refait surface pour l'instant. Mais oui, vous savez, ces scientifiques, toujours H24 dans leur labo à essayer de découvrir un truc. Enfin, dernière hypothèse, étant donné qu'il était en mauvaise posture en fin de saison 1, il pourrait avoir été épargné et capturé dans l'Upside Down, qui se serait rendu compte de son utilité de par ce rôle capital dans les expérimentations et dans le labo. Il pourrait alors devenir un hôte à l'entité maléfique, afin de s'infiltrer dans notre monde et avoir des accès grâce à la haute fonction de Brenner. Sinon, voyant sa tournure défavorable à la fin de la saison 2, Brenner pourrait finalement s'avérer utile pour déstabiliser Jane, un atout que le méga monstre ne pourrait probablement pas avoir négligé. Matthew Modine est un acteur touche-à-tout. Il a notamment pu s'illustrer en rôle principal dans le film culte de Stanley Kubrick, Full Metal Jacket, la classe. Dans Stranger Things, l'acteur a beaucoup apporté au look froid de son personnage, car à la base, les créateurs voulaient un Dr Brenner en jeans et mal rasé. Modine ne voyait pas ça du même œil, et influencé par les acteurs de son enfance, finira par imposer un style complètement opposé, rasé avec un costume bleu propre, comme Cary Grant, et avec les cheveux volontairement blanchis. De plus, les frères Duffer, les deux showrunners, voulaient un Dr Brenner gros consommateur de cigarettes. Là encore, pas de chance avec Matthew qui porte un soin tout particulier à sa santé, et qui a refusé net. Est-ce que le bestiaire de la série va continuer à s'agrandir, avec encore des nouveaux monstres pour la saison 3 ? Ou bien est-ce que la série n'essayerait-elle pas cette fois de se servir d'un visage humain pour personnifier cette menace dans la suite des événements ? Ce qui permettrait d'apporter une petite touche de nouveauté, et ça permettrait de caser une référence au film des années 80, The Thing, dans lequel n'importe qui peut être la menace. Et peut-être qu'ainsi nous pourrions glaner quelques nouvelles informations sur cet univers mystérieux qu'est l'Upside Down. Quand même, Brenner serait un ambassadeur de choix. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!